Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bouzou, économiste et fondateur du cabinet Asterès. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bon, merci d'être là avec nous. Donc le chiffre, on le commentait juste avant avec le point, chiffre de décroissance donc attendu cette année par le gouvernement, nouveau chiffre, 11% donc de baisse du PIB. On se dit qu'on sera autour de ça en définitive, là on y est, après plusieurs estimations. Alors, ça dépend vraiment de la crise sanitaire. J'enfonce une porte ouverte, mais en même temps, c'est bon quand même de rappeler que cette crise économique n'est pas du tout endogène. C'est une crise qui vient de la crise sanitaire et donc elle dépend vraiment de la situation de l'épidémie. Oui, mais en prenant les éléments qu'on a aujourd'hui, à savoir, il semblerait qu'il n'y ait pas de nouvelles vagues de contamination. Donc oui, on est entre moins 8 et moins 12%, ça c'est sûr. Si la situation épidémiologique se confirme, c'est-à-dire une amélioration, et je suis plutôt moi dans la fourchette basse, c'est-à-dire aux alentours de moins 11. Après, je vais vous dire, le vrai sujet, je trouve, c'est à quelle vitesse on en sort. C'est-à-dire qu'on a creusé un trou qui est extrêmement profond, on le sait, c'est absolument inédit. Je rappelle quand même que si je reprends les statistiques dont on dispose, on retrouve ce type de récession en 1941 à 1942, mais si vous mettez de côté les guerres, il faut remonter non pas à 1929, mais plutôt à ce qu'on a appelé la première grande dépression, celle de 1875. Donc vous voyez qu'on est quand même dans quelque chose qui est extrêmement grave et donc un trou profond. La question c'est en combien d'années on en sort. Si on en sort en 2 ans, bon, on se retrouve ici dans 2 ans, on se dit c'était une période terrible, c'était un cauchemar. Ça veut dire qu'on a effacé, on a rattrapé, ouais, sauf qu'il y a des trucs qu'on ne rattrapera jamais. Les restaurants qu'on n'a pas fait, les frais qu'on n'a pas achetés. Vous avez tout à fait raison, mais c'est au fond à quel moment on retrouve. Ça veut dire à quel moment on retrouve notre niveau de revenu national d'avant. Voilà ce que ça veut dire. Et une croissance en absolu. Alors en absolu, plus une croissance qui revienne à la croissance potentielle de la France, c'est-à-dire quelque chose durablement de l'ordre de 1,5%. Durablement, parce que là, évidemment, l'année prochaine, on va avoir beaucoup plus. Mais comprenez bien, ce qu'il va falloir faire comprendre à l'opinion publique, pas aux gens qui nous regardent et qui sont très informés, mais à nos concitoyens en règle générale, c'est que si on a plus 4% l'année prochaine, on n'a pas fait c'est un résultat quand on catastrophique. Fait moins 10, c'est qu'on fait plus catastrophique. Bruno Le Maire, il dit, j'ai la conviction que la France va rebondir en 2021. Il ne prend pas de risque quand même là. Mais il ne prend pas de risque. En même temps, un ministre de l'économie doit dire ça. Je le vois mal dire. J'ai l'impression que la France va rester dans cette situation 15 ans. Donc, bon, aujourd'hui, on voit les indicateurs très imparfaits dont on dispose, les plus récents parce que qu'on a un rebond qui est assez fort. Voilà. Quand vous regardez lesquels, quels indicateurs? Mais pour l'instant, ce sont des remontées assez qualitatives. Mais moi, je suis évidemment comme vous. Avez un copain qui est commerçant qui vous a dit ça? Voilà, très connecté aux chambres de commerce, aux commerçants. Bon, on voit que les choses remontent. Non, alors je vais le dire autrement. Plus vite que ce à quoi on pouvait s'attendre. Voilà, c'est ça. Après, quand je regarde un pays comme l'Allemagne, ça remonte aussi assez vite. La fréquentation des restaurants, par exemple, ce n'est pas la chose la plus évidente du point de vue de l'hygiène, de la distanciation sociale. La fréquentation des restaurants en Allemagne, elle est revenue à son niveau d'avant-crise. Donc, c'est allé assez vite. Maintenant, je me méfie un peu, et même beaucoup, parce que là, il y a une espèce d'effet d'euphorie relative. Il fait beau, on a déconfiné, on sort, on peut retourner sur les terrasses de restaurants. Donc, en France, en Europe. On a l'impression qu'on sort de ce cauchemar. Donc, il y a un effet d'euphorie. Mais la réalité économique, va nous rattraper. Elle va nous rattraper. Les faillites, le chômage, la baisse des revenus, tout ça, c'est pour septembre. Le plus dur d'un point de vue économique et social est devant nous. Encore une fois, c'est Bruno Le Maire. Il a raison parce que jusqu'à présent, finalement, quand on est salarié, quand on est fonctionnaire et même d'autres, en moyenne, c'est une moyenne, je sais qu'il ne faut pas dire ça comme ça, mais en moyenne, il n'y a pas eu de décrochage violent des revenus des gens. Non, alors en fait, il y a eu un décrochage très violent pour une catégorie de la population à laquelle il faut vraiment réaffirmer toujours notre sympathie, c'est les petits commerçants, les artisans, les professions libérales, parce que eux, ils n'avaient quasiment pas de système de protection, ou plus exactement, on les a construits au fur et à mesure, on a fait un fonds de soutien, mais qu'on a construit avec retard pendant la crise, pour verser un peu d'argent à ces gens-là, mais pour eux, la situation, elle est abominable, elle est catastrophique. Mais en dehors de ce groupe assez bien identifié, vous avez tout à fait raison de dire que pour les salariés, la baisse de revenus, elle a été très relative. Pour les fonctionnaires, il n'y en a pas eu. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont plus travaillé en fait pendant cette période, qui ont fait des heures sup. Alors, ce sont les personnels soignants, bien évidemment, mais aussi des gens dans le commerce alimentaire, alors qui, eux, ont travaillé comme des dingues, bien évidemment, dans des situations extrêmement compliquées, et donc qui n'ont pas eu le temps de consommer, mais qui ont fait des heures supplémentaires, et donc qui, eux, bénéficient, et c'est la moindre des choses, d'un revenu plus important que ça n'était le cas auparavant. Donc on dit quoi? On dit donc la reprise aujourd'hui, elle est un peu plus rapide que ce qu'on aurait pu attendre? Aujourd'hui, ça s'améliore. Très clairement, on remonte. Peut-être un tout petit peu plus vite que ce à quoi on pouvait s'attendre. Attention
au choc de la rentrée, chômage très important, les faillites très importantes et donc sans doute un phénomène de refroidissement psychologique à la rentrée. Là, ça va mieux. Je pense que les choses, coup de massue à la rentrée. Et après, tout dépend des politiques économiques. Si on mène de bonnes politiques économiques, et on est parfaitement capable de le faire en Europe et en France, d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui est parfaitement bien, c'est-à-dire soutien à l'offre et soutien à la demande, il faudra les deux, je pense qu'on peut sortir de cette affaire en 2 ans, 2 ans et demi. Voilà. Donc ça nous mène en 2022, minimum. Bah oui, mais comme Donc, je vous l'ai dit, on est dans une situation très grave. Donc on fait, imaginons, moins 10, moins 11 cette année. On Oui. fait combien l'année prochaine? Bah, ça veut dire qu'il faudrait faire l'année prochaine… Plus 5. Comment? Plus 5. Non, minimum, il faudrait qu'on fasse plus 7, plus 8, et puis 7, plus 3, plus 4 l'année suivante, vous voyez. Et puis après, on va revenir sur notre rythme de croissance tendancielle auquel il faudra qu'on réfléchisse aussi, parce qu'il est quand même pas élevé en France. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise que 1% par an, ou 1,5% par an, c'est quand même très insuffisant. Ça ne permet pas de faire beaucoup de hausses de pouvoir d'achat, ça ne permet pas de faire des recettes fiscales qui permettent de dépenser pour tout ce dont on a envie d'avoir, tout ce qu'on a envie d'avoir comme priorité, la santé, l'autonomie. On a un gros sujet d'autonomie qui va arriver. Vous ne faites pas une bonne loi sur l'autonomie avec une croissance structurelle de 1%. Vous voyez ce que je veux dire? Dépenses de santé, pareil. Hein. Dépenses de santé, en France, elles ne progressent pas très vite. 2,5% par an. Mais 2,5% par an, le problème, c'est que ce n'est pas élevé par rapport à ce qu'il faudrait faire. Il faudrait faire 3,5%, mais c'est très élevé par rapport au rendement de l'économie française sur le long terme, qui est de 1% par an. Vous voyez le truc? Donc il faut vraiment qu'on se dise… Déjà, on oublie toutes les conneries de la décroissance, pitié. Hein, ça va maintenant, ça va, d'accord? Surtout que la décroissance, ce n'est pas de l'écologie. Hein, il faut faire de la croissance écologique. Moi, je suis très engagé dans l'écologie, mais ça n'a rien à voir avec la décroissance. Donc on arrête avec toutes ces bêtises, d'accord, qui sont des bêtises de bourgeois. Hein, la décroissance, c'est un truc de riches, c'est un truc de bourgeois, ce n'est pas un truc de gens dans le besoin. Et donc il faut qu'on se dise comment est-ce qu'on fait beaucoup de croissance, mais de la croissance verte, bien évidemment, de la transition énergétique. Comment on fait tout ça en même temps? Sinon, on va au-devant de très gros problèmes. Oui, vous disiez, Nicolas, donc soutien à l'offre, soutien à la demande. Il y a déjà des choses qui ont été faites sectoriellement. On a vu le plan de soutien à l'automobile. Pour le tourisme, pour les collectivités, encore une fois, entre 5 et 10 milliards et 15 milliards à chaque fois. Plan de relance national attendu pour septembre. Là, je me dis, mais septembre, c'est pas loin quand même. Non, c'est pas loin parce qu'il y a les plans d'urgence. Donc, vous avez eu raison de dire le tourisme, l'aéronautique, l'automobile, la tech aussi. L'aéronautique, on attend la semaine prochaine. L'aéronautique, on attend la semaine prochaine. Il y aura aussi des choses, je pense, j'espère, sur la tech, sur les startups, parce que les startups, elles ont des difficultés peut-être aujourd'hui pour lever des capitaux, etc. Donc, il faut les aider. Ça, c'est les plans d'urgence. C'est encore ça doit être la 3e loi de finances rectificative de l'année. Bon. Et ensuite, il y a le plan de soutien à l'économie avec, enfin, moi, ce que j'appelle de mes vœux, une mesure principale qui doit être centrée sur l'investissement des entreprises. L'investissement des entreprises cette année, il va baisser de 30, 35, 40%. Donc il faut le faire remonter parce que l'investissement des entreprises, ça fait de l'activité tout de suite quand les entreprises investissent, mais ça fait de la croissance potentielle. Un mécanisme donc de je propose un truc très simple. Exactement. Voilà. Même François Hollande l'a fait. Exactement. Et bien il avait tout à fait raison. Et donc je propose soit suramortissement, soit amortissement accéléré, peu importe. Je ne suis pas rentré dans les détails techniques. Mais par contre, moi je propose que ce soit quand même fléché. Fléché vers le numérique, fléché vers l'intelligence artificielle, fléché vers les imprimantes 3D, fléché vers les robots. On n'a pas assez de robots en France parce que, vous voyez, ça c'est la bonne façon de réindustrialiser le pays et c'est la bonne façon de faire éventuellement des relocalisations. On peut faire des relocalisations. Sans emploi. Il faut surtout faire avec moins d'emplois. Mais il faut faire de l'industrialisation en tout cas. Et l'industrialisation, elle se fait par les usines 4.0, c'est-à-dire des usines, voilà, c'est les images qu'on voit avec… énormément de robots, de fabrication additive, les imprimantes 3D. Donc ça, aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Les entreprises françaises, elles ont investi ces dernières années, mais pas beaucoup là-dedans. Donc il faut profiter des mesures exceptionnelles qu'on va faire pour l'investissement pour moderniser l'économie française et pour augmenter notre croissance potentielle. Ça, c'est pour la partie offre, soutien donc, aux entreprises. Pour la partie, encore une fois, demande, consommation, comment est-ce qu'on relance la demande avec des Français qui sont, parce qu'il y aura beaucoup de licenciements et de chômage, qui se sont dit, oh là là, il est urgent d'attendre avant de consommer, notamment des biens durables où il y a du crédit, une voiture. Bon, si on voit que l'épargne forcée
qui s'est constituée pendant la crise, hein, ces fameux 50-60 milliards d'euros. Si on voit qu'elle devient une épargne de précaution, c'est-à-dire que les gens vraiment ne veulent pas dépenser, ça ne va pas dans l'investissement des entreprises, donc ce n'est pas de l'épargne risquée, ça ne va pas dans de la consommation, donc ça reste vraiment de l'épargne liquide de précaution. Si on voit que ça ne bouge pas, donc ça on va voir. On ne le voit là, pas encore ces pour prochaines l'instant. semaines. On ne sait pas, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Ouais. Vraiment, je ne peux pas me prononcer, c'est Ouais. trop tôt. Je pense que ça va rester, mais je peux me tromper. Ça va rester en épargne de précaution. J'en ai peur, mais je peux me tromper. Mais en tout cas, si ça reste en épargne de précaution, il faut faire une relance keynésienne. Et alors là, moi, des choses très classiques, hein, sur les secteurs qui Relance nous intéressent. keynésienne. Bien sûr, bien sûr. C'est pas un gros mot. Pudeur, pas pour moi. Bah, pas pour moi. Il faut être keynésien quand on est en situation de demande insuffisante. Voilà. Donc si c'est le cas, Ce qu'on apprend dans les cours. Voilà, Dans mais nos cours, on a dans raison. nos Donc il livres. faut Non, mais être keynésien. on fait quoi concrètement alors? Donc, alors, par Comme exemple, mesure. alors je vais encore plus vous faire hurler, sourire. des baisses ou sourire, je sais pas. Non, mais des baisses de TVA sur certains secteurs, j'étais sûr. Ouais. très temporaires sur la réparation, par exemple. Je suis très intéressé par l'économie circulaire, la réparation, tout ça. On peut faire une baisse ou tiens, sur l'artisanat. Je connais bien le secteur de l'artisanat pour des raisons personnelles. Les artisans ont beaucoup de problèmes. On peut faire alors, il faut le faire pendant une période de temps très limitée. Hein. C'est pas, mais pendant 3 mois. 6 mois si on veut, mais même 3 mois, on fait une TVA à 5,5 sur l'artisanat. Au lieu de, aujourd'hui, 10. Oui, alors ça dépend parce que vous avez de l'artisanat du bâtiment, vous avez de l'artisanat pas du bâtiment, donc ça peut aller entre 10 et 20, voilà, mais il ne faut pas que ça s'installe dans le temps. La TVA, c'est un très bon impôt. Mais on peut faire ça pendant 3 mois. Bon. Et ça serait une bonne mesure, ça, pour le coup. Oui, ce serait une bonne mesure de mon point de vue, absolument. Ouais, après, sur les recettes de TVA qui déjà sont effondrées, oui, en plus, oui, mais bon, là, on est dans un plan de relance. C'est-à-dire que si on augmente la dette publique de 10-15 points de PIB, même plus. Ouais, plus. Ouais. Non, mais même plus. Mais si c'est, un, temporaire, et deux, si ça permet de relancer l'économie, Il faut le faire. Bah, ça va s'autofinancer. Et puis de toute façon, je n'ai pas d'alternative. Hein. On ne va pas dire on ne fait rien. Ça, c'est absolument impossible. On a le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Verrier, qui dit craindre des baisses de salaire dans les entreprises à cause de la crise sanitaire. Oui, il a raison. Oui, il a raison. Alors je pense qu'il fait allusion, en réalité, au fait qu'il commence à y avoir des discussions dans certaines entreprises. Sur un gel. Voire sur une baisse des salaires, puisque c'est autorisé par la loi pendant une période temporaire, si ça permet de sauvegarder l'emploi. Et donc je pense que les syndicats sont vigilants mais par rapport à ça. Pour la croissance, pour le coup, ça serait un coup de... Alors, là massue, encore... Là encore, si c'est des baisses de salaire durables, évidemment c'est très mauvais, mais si dans une entreprise qui fait face à une chute de la demande très importante, dont on peut penser qu'elle est temporaire, et si l'idée c'est de sauver l'emploi, donc de baisser les salaires de 5% par exemple pendant 12 mois, et si ça permet de sauver l'emploi, et si tout le monde baisse ses salaires, évidemment, il ne faut pas que ce soit uniquement les petits salaires, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. C'est ce qui se fait en Allemagne, c'est ce qui se fait au Japon. Sur la flambée du chômage, quand même 843 000 chômeurs de plus sur le mois d'avril. C'est quand même un chiffre qui est assez effrayant. Et on se dit, pourtant, on a entendu le gouvernement nous dire, oui, mais il n'y aura pas d'explosion du chômage. Alors maintenant, ils disent qu'effectivement, c'est peut-être la donne a changé, parce qu'on a fait le chômage partiel. Donc on se dit, mais si on n'avait pas mis 20 ou 25 milliards sur l'activité partielle, où on en serait? Et voilà, et je me dis que voilà. Pour le coup, malgré tous ces milliards, et on est peut-être que le pire est devant. Vous avez raison. Ceci dit, quand vous regardez les États-Unis, par exemple, où il n'y a pas de dispositif de chômage partiel, vous voyez qu'on est déjà à 14% de taux de chômage. Alors, c'est les États-Unis, ça baissera plus vite que chez nous aussi, parce que la relance sera sans doute plus forte. Le déficit public aux États-Unis sera 20% du PIB cette année et pas 10 comme chez nous. Le marché du travail est plus flexible, donc ça baissera plus vite. Mais ça peut donner une idée, en tout cas, de la situation. Si on l'avait pas fait. Voilà, si on ne l'avait pas fait. Donc, moi, je pense que après, on peut toujours refaire le passé. Je vais vous dire, moi j'ai plaidé pour que le dispositif soit très large et soit très généreux. Donc c'est ce qui a été fait. Après, on peut toujours dire que ça l'était trop et que du coup, ça a incité des entreprises à produire moins que ce qu'elles auraient produit. Bon, je pense que c'est toujours facile de refaire le passé. Ce qui est clair de toute façon, c'est que maintenant l'enjeu, c'est d'en sortir. Alors ce sera une sortie forcément très progressive, mais l'enjeu, c'est de normaliser les choses. Donc je reviens pour boucler le sujet là-dessus, sur la reprise de l'activité en France. Donc on se dit que ça redémarre un peu plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est lié au fait qu'on a peut-être un peu moins peur de sortir Exactement. dehors. Non, mais c'est lié à mon avis, c'est exclusivement lié à ça. Voilà. Et donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise aussi ou en même temps, donc ça repart et en même temps, on va se reprendre un coup de massue à la rentrée mais je dirais, avec les licenciements, les plans sociaux. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement atténuer si le plan de relance est bien calibré. Oui, et puis si on prend aussi des mesures sur le marché du travail directement, ce n'est pas interdit. On sait à peu près comment il faut faire pour limiter la hausse du chômage. Alors c'est des choses très simples, très frustres. C'est des primes à l'embauche, des exonérations de charges.
c'est des choses comme ça, vous voyez. Mais c'est aussi des mesures ciblées sur l'apprentissage. Ça peut permettre, il faut le faire d'ailleurs à mon avis, ça peut permettre de limiter la hausse. Mais vraiment, pour être très clair, si je ne l'ai pas été suffisamment, aujourd'hui, ça remonte, peut-être un peu plus vite que ce à quoi on s'attendait, mais je pense qu'on aura une période extrêmement difficile à la rentrée et ayons en ligne de mire 2021-2022. C'est vraiment ça le sujet. Donc le rebond. Le, ça, le vrai rebond. Enfin, le rebond, ce sera un peu plus douloureux qu'un rebond. Hein. Je reprends mon image, pardonnez-moi, elle n'est pas très belle, mais du trou extrêmement profond. Hein, on sort du trou et le trou il est extrêmement profond parce que l'idée du rebond c'est que c'est facile et c'est rapide hein, et que ça se fait tout seul. Vous voyez, le rebond c'est un phénomène physique. Non, nous il va falloir qu'on sorte du trou, qu'on se retrousse les manches. Hein. Sachant que les Américains, vous le disiez Nicolas, ont 20% de déficit public. Nous on est déjà à 10, mais il y a encore tous les plans pour l'aéronautique, pour les start-up, plans de relance nationale, enfin voilà, à la rentrée. On ne sera pas à 10, on sera sûrement à quoi, à 15, à 18% de non, parce déficit que budgétaire. Là, alors, enfin, vous avez raison sur les plans. Et après le lien c'est ce qu'il faut avoir peur de l'explosion de la dette, après on y vient après. On sera un peu plus de 10, sans doute, cette année, mais l'année prochaine, il y a des choses qu'on ne retrouvera pas, enfin, qui ont coûté très cher cette année, comme le chômage partiel, qu'on ne retrouvera pas ou qu'on retrouvera beaucoup moins l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on aura forcément une loi de finances 2021. Oui, alors cette année, on sera un peu plus de 10. Mais bon, oui, mais il n'y a pas le choix. Non, mais je veux dire, là, on a passé, voilà, c'est ça, il n'y a pas de sujet. C'est pour ça que ça m'amuse quand on me dit maintenant, vous avez changé d'avis, vous étiez pour la réduction des déficits publics avant et maintenant vous êtes pour l'explosion des déficits publics. Il s'est passé quelque chose entre-temps. Hein. Oui, merci. Ouais. Je vais même être très prétentieux. Je pense que le cerveau, c'est fait pour ça. C'est fait pour qu'on puisse adapter notre diagnostic à des circonstances qui changent. Voilà, donc évidemment, il s'est passé quelque chose d'inattendu et d'extrêmement grave. Mais on va ressortir, encore une fois, de cette crise avec encore plus de dettes publiques, même de dettes tout court. 120 points de PIB cette année, sûrement plus encore l'année prochaine. Et certains disent, et je lisais l'article de Patrick Artus qui écrit beaucoup tous les jours, il dit mais c'est pas grave parce que la BCE elle est là, qu'elle achète à tour de bras et qu'elle conserve dans son bilan, qu'elle compare réduire la taille de son bilan, va conserver les obligations de l'État français, qu'elle rollera, qu'elle rachètera quand elles arriveront à maturité, qu'au final, si elle fait tout ça, c'est une dette qui quelque part est gratuite, parce qu'il faut rappeler effectivement que les intérêts qui sont versés sont à la BCE, après sont rendus à la Banque de France, aux États. Bien sûr. Donc c'est une dette qui est gratuite, elle n'existe pas. Donc where is the problem? Alors je dirais pas exactement ça. Non, c'est ce qu'a dit Patrick, c'est comme ça. Je suis très souvent en accord avec Patrick Artus. Simplement, non mais je pense en réalité qu'on pense la même chose. C'est-à-dire que donc ce n'est pas un problème que la dette publique explose. Je dirais pas ça. Non, je dirais que le problème est tellement grave, n'essayez pas de m'opposer, je dirais que le problème est tellement grave qu'il a changé de nature. C'est-à-dire que de toute façon, l'endettement public explose. Les banques centrales, pas que la BCE, mais toutes les banques centrales sont obligées de faire exploser leur bilan pour acheter de la dette publique. Donc de ce point de vue-là, il n'y a plus de problème de solvabilité des États, puisque les banques centrales, elles achètent la dette publique sur le marché primaire dans certains endroits, sur le marché secondaire, elles peuvent le faire à l'infini. On ne va pas laisser l'État italien ni l'État français faire faillite. Hein. De toute façon, c'est impossible. Donc on fait grossir le bilan, et donc le problème, ça devient la qualité du... C'est un peu plus technique, mais ça devient la qualité du bilan des banques centrales, ou pour le dire autrement, dans quelle mesure on considère qu'on a toujours confiance dans notre monnaie et donc, enfin, on a toujours confiance dans la Banque centrale et donc confiance dans notre monnaie. Mais comme toutes les banques centrales du monde font quasiment ça en même temps, il n'y aura pas d'arbitrage entre zones géographiques. Non, ça, il n'y aura aucun arbitrage entre zones géographiques. Dans des crises, absolument, vous avez tout à fait raison. Mais donc le problème, c'est aujourd'hui, ça va devenir un problème de confiance dans la Banque centrale et de confiance dans la monnaie. Voilà, c'est plus un problème de solvabilité, c'est devenu un problème. Et donc, in fine, ça peut même être un problème d'inflation, voire d'hyperinflation. On en est très loin. Voilà. Et donc, chaque chose en son temps. Quand on est dans une crise d'une telle gravité, on résout les problèmes les uns après les autres. Quand vous avez une maladie extrêmement grave, eh bien, on vous donne un traitement qui a des effets secondaires très importants et on traite ensuite les effets secondaires et ensuite on se rétablit. Vous voyez, on traite les problèmes. Mais ce n'est pas l'occasion d'aller encore plus loin, de faire encore plus une relance verte, encore une fois, circulaire, écologique. Elle sera verte. Non, mais c'est l'occasion puisque peut-être comme jamais, entre ce que Bruxelles va nous laisser faire, l'action de la Banque Centrale Européenne, c'est l'occasion comme jamais de mettre de l'argent, du pognon dans les hôpitaux, enfin de mettre de l'argent pour préparer la croissance de demain, une croissance plus vertueuse. Non mais peut-être que cette fenêtre de tir, on ne l'aura plus jamais. Hein. Avec quand même une précision, quand même, c'est qu'il faut mettre plus d'argent dans les hôpitaux, tout le monde est entièrement d'accord là-dessus, mais quand on met de l'argent dans les hôpitaux, ce n'est pas de la relance, c'est quelque chose qui dure. On ne met pas de l'argent dans les hôpitaux pendant un an, on met de l'argent dans les hôpitaux pour ces 50 prochaines années. Et donc, il faut mettre de l'argent dans les hôpitaux, mais en même temps, il faut réorganiser les hôpitaux pour faire en sorte qu'ils répondent encore mieux qu'aujourd'hui
à la demande de nos concitoyens et à l'argent que l'on met dans ces hôpitaux. Donc il faut faire les deux, parce que là, on n'est pas dans un sujet de court terme, on est dans un sujet de long terme. Alors que quand on fait la relance automobile, par exemple, l'augmentation de la prime à la conversion, là, on fait une prime à la conversion maintenant. Le petit milliard qui a été mis sur la oui, table oui, par mais le c'est un gouvernement. milliard une fois, on ne le remettra plus, on ne va pas faire des primes, enfin j'espère, on ne va pas faire des primes à la conversion. Attention, le passé nous a montré que… Voilà, mais il ne faut pas, en tout cas, il ne faut pas faire des primes à la conversion tous les ans. Mais Ça n'a aucun sens. ce qu'il faut expliquer, c'est que cette prime à la conversion, par le passé, une fois qu'on l'enlève, le ça. marché corrige et les gens achètent moins de voitures, Ben oui. donc il y a une espèce d'effet d'aubaine qui… Voilà. Bon, bref. Mais là encore, c'est pas idiot de faire un effet d'aubaine tout de suite quand on est en très forte récession. Bon voilà, merci d'avoir été avec nous. J'espère que j'étais assez clair. Oui, comme à chaque fois, il est clair. Et puis c'est le seul qui vient en plateau avec, on va le voir, avec son petit gel. Voilà. Ah bah bien sûr. On est clean ici, ne vous inquiétez pas. Je sais. Merci d'avoir été avec nous, Merci, Nicolas ça m'a fait Bouzou, plaisir. économiste et fondateur du cabinet Asterès, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Bye.